On a tous déjà vécu des peines de cœur si profondes et si difficiles à surmonter que par mécanisme de défense, la seule chose à laquelle on pense, c'est de ne plus jamais tomber amoureux. Vous savez, cette relation qui peut transformer les hommes en vrais salauds et les femmes en manipulatrices vénales. Bon, j'exagère un peu en disant ça. Tous les hommes ne se transforment pas en bourreaux des cœurs, ni les femmes en séductrices fatales après une rupture douloureuse. Mais malgré tout, à part les chanceux qui se sont mariés avec leur premier amour, la plupart d'entre nous, nous avons vécu cette séparation déchirante qui a endurci nos cœurs ou fait perdre espoir en l'amour. Personnellement, je n'ai pas perdu espoir en l'amour. Mais il m'aura fallu 9 ans pour surmonter ma propre rupture douloureuse. 9 longues années que je n'ai pas vu passer. Quand on me demandait pourquoi j'étais célibataire, je répondais que je n'avais pas trouvé la bonne personne. En réalité, je n'étais mentalement pas prête à trouver cette personne. Mon cœur battait toujours pour mon ex. J'ai été amoureuse de lui pendant 16 ans. Ça paraît fou de me dire que sur ces 16 années, j'en ai passé 9 à m'accrocher, consciemment et inconsciemment, à un amour qui n'était pas destiné à durer. Cette relation était tellement ancrée en moi qu'au moment de la rupture, toutes mes insécurités passées liées à mon estime de moi et à la façon dont les autres me percevaient ont ressurgi d'un coup. Mais je n'étais plus une ado. J'étais désormais une jeune femme de 26 ans qui devait apprendre à s'aimer en dehors du regard de son petit ami. Et vu les circonstances de la rupture, ce n'était pas gagné. Épisode 10. Je ne sais pas si je t'aime assez pour que tu sois la femme de ma vie. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. En remontant un peu dans l'histoire, vous vous souvenez peut-être que l'amour de Marc, l'épisode de la perruque, peu importe mon apparence, m'a vraiment aidé à accepter mon identité afro. Mais plus encore, il m'a montré que j'étais aimable, dans le sens qu'on pouvait m'aimer, malgré tout ce qu'on m'avait dit. J'ai grandi en entendant toutes sortes de critiques, trop poilu, nez trop gros, grain de beauté étrange, sein pas assez gros. En gros, on me faisait croire que j'étais si moche que personne ne pourrait jamais m'aimer, sauf ma famille. Pour vous dire, même mon surnom de l'époque avait été créé en référence à ma supposée laideur. Quand Marc est entré dans ma vie en terminale, c'était comme une validation de qui j'étais, pas seulement en tant que noire, mais en tant que femme. Avec Marc, j'ai découvert plein de choses pour la première fois. Les soirées entre amis, les sorties en boîte de nuit. J'avais 19 ans, et c'est comme si je rattrapais tout ce que les autres avaient déjà vécu. Marc est devenu mon 3e pilier, les 2 premiers étant ma mère et ma sœur. Le premier est le seul petit ami que j'ai présenté à ma mère. Notre relation a duré 7 ans, et à l'époque, je ne pouvais pas imaginer me marier avec quelqu'un d'autre que lui. J'étais complètement folle de Marc. Mais comme je dis toujours, avec Marc, on s'aimait, oui, mais on s'aimait mal. Un vrai roller coaster. Marc est devenu une sorte de boussole pour moi, mon échappatoire, et je rêvais de son modèle familial parfait, où j'étais acceptée et intégrée. Avec le temps, je me suis rendu compte que je comptais trop sur lui pour combler mes insécurités, pour me guérir de mes problèmes d'estime de soi. Ça a créé une forme de dépendance affective, mélangée à un amour très passionnel. Ça aura duré 7 ans. Notre histoire a duré 7 ans, mais déjà au bout de 5, les premiers signes d'une rupture inévitable ont commencé à apparaître. Pour vous situer, les 4 premières années on vivait dans la même ville, chacun chez ses parents. Pendant cette période, on a rompu 2 ou 3 fois, avec 1 ou 2 vraies séparations, mais elles n'ont jamais duré plus de 6 mois. On a même fait un break une fois à La Rosse et Rachel. Puis, après 4 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France pour continuer mes études, et on a poursuivi notre relation à distance. Tout le monde nous disait que ça ne tiendrait pas, mais contre toute attente, on a trouvé notre rythme, ça marchait pour nous. C'est au bout de 5 ans que j'ai commencé à parler de mariage, d'engagement et de vivre ensemble. Mais j'ai vite senti que Marc n'était pas sur la même longueur d'onde. J'ai toujours vu Marc et moi comme des rebelles, dans le sens où on ne suivait pas les visions standards de la société. Si j'étais du genre à remettre en question les normes sur la façon de réaliser ses rêves, j'avais néanmoins des idées très traditionnelles sur le couple et le mariage. Pour moi, après 5 ans de relation, il était temps de passer à l'étape suivante,
emménager ensemble, se marier, avoir des enfants. Mais Marc voyait les choses différemment. Pour lui, on était bien comme on était. Il se sentait réticent à l'idée de s'engager davantage alors même que nos amis faisaient déjà ce pas. Plutôt que de le forcer, j'ai mis de côté mes propres désirs. Je me suis convaincue que d'une certaine manière, il avait raison. 1 an avant notre séparation, je suis tombée enceinte et nous avons fait le choix de l'avortement. C'est une décision qui restera pour moi la plus grosse erreur de ma vie et j'en parlerai dans un épisode dédié. J'ouvre la parenthèse pour tous les chrétiens et ou croyants qui sont prêts à me tomber dessus en m'écoutant dire que j'ai avorté. Ça s'est passé avant ma rencontre avec Christ et avant que je devienne profondément croyante et pratiquante de ma foi. Je referme la parenthèse. Cet événement nous a tous les deux profondément bouleversés, et pas de la même manière. À la fin de cette année-là, je suis partie à Londres pour un stage de 3 mois. Marc m'a rejoint et pour la première fois, on a vécu ensemble, 24/24, 7 sur 7 pendant 3 mois. Le rêve. J'étais aux anges, persuadée que cette expérience le pousserait à vouloir s'engager davantage une fois rentré en France. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Un autre événement est survenu durant notre séjour à Londres, et comme cet incident sera l'objet d'un autre épisode, disons simplement que cela nous a fragilisés. Pourtant, on est rentrés toujours en couple, mais chacun chez soi. Moi dans le sud de la France, lui chez ses parents. 2 mois après notre retour de Londres, j'ai remarqué un changement dans la dynamique entre Marc et moi, mais je me disais que ce n'était qu'une mauvaise passe. Après tout, en 7 ans, on en avait vu d'autres et on a toujours réussi à tout surmonter. Pour moi, c'était évident qu'on allait finir ensemble, surtout après ma grossesse l'année précédente, que j'avais transformée dans mon esprit en un symbole de notre avenir commun. Je ne pouvais pas imaginer tomber amoureuse, me marier ou fonder une famille avec quelqu'un d'autre que Marc. Impossible. Ce que je ne savais pas, c'est que Marc, lui, ne partageait pas les mêmes pensées. Un soir, lors d'une de nos conversations, la discussion prend un tournant inattendu et on se retrouve à faire une sorte de bilan de notre relation, à parler de nos désirs respectifs. Avec quelques mois d'études encore devant moi, mon objectif était de monter sur Paris pour devenir journaliste et travailler en télévision. Et naturellement, je voulais que Marc vienne vivre avec moi. Mais lui ne voyait pas les choses de la même manière, il refusait et je ne comprenais pas pourquoi. Après tout ce qu'on avait traversé ensemble, pourquoi hésitait-il encore à franchir ce cap ? En faisant le tour de ce qui allait et qui n'allait pas dans notre relation, en partageant ses perspectives, sa vision, en tentant de m'expliquer pourquoi il ne pouvait pas vivre avec moi, Marc me sort une phrase qui me marquera à jamais. Je ne sais pas si je t'aime assez pour que tu sois la femme de ma vie. Cette phrase a fait l'effet d'un électrochoc dans mon esprit. Je ne sais pas si je t'aime assez pour que tu sois la femme de ma vie. Si je nourrissais l'espoir qu'il change d'avis, je venais de comprendre que si au bout de 7 ans de relation, il ne savait pas s'il m'aimait assez pour que je sois la femme de sa vie, c'est que probablement, et tout simplement, je n'étais pas la femme de sa vie. On a rompu, dans la douleur et dans les larmes. Mes amies ont dû intervenir pour m'aider à sortir du gouffre dans lequel j'étais tombée. Elles sont venues passer plusieurs jours chez moi, m'apportant un soutien qui a été un véritable cadeau. Avec le recul, je comprends pourquoi notre relation ne pouvait pas fonctionner. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'était réellement l'amour. Je ne savais pas que l'on ne pouvait pas attendre d'autrui qu'il nous aime comme on le mérite si on ne s'aime pas soi-même. Je ne pense pas que Marc ait vraiment saisi mes insécurités et ma dépendance affective. Mais il devait sûrement ressentir la pression que c'était que de porter cet amour. Si l'amour devient oppressant, c'est rarement bon signe. Je pense que je me suis déjà excusée auprès de Marc pour tout ce que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, qui aurait pu lui nuire. Et je me pardonne aussi de ne pas l'avoir aimé comme il le fallait. J'ai commis un flot d'erreurs dans cette relation, mais j'ai tout donné jusqu'à m'oublier moi-même. Mais j'ai appris que l'amour véritable, c'est donner sans se perdre, en sachant se préserver. Pour cela, il faut se connaître, savoir ce que l'on veut et ce qui est intolérable, être capable de défendre ses limites, ses valeurs, ses standards. J'ai beaucoup pleuré après notre séparation, mais j'ai aussi beaucoup appris. Et si je devais transmettre un enseignement tiré de cette expérience, ce serait:
Leçon numéro 11, petit a. N'oublie pas de te préserver mais donne sans compter. Petit b. Laisse partir ce qui n'est pas appelé à rester car il n'y a pas de place pour le futur si tu t'encombres de ton passé. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.